Bon, à peine j'ai publié mon premier vidéo qu'il y a déjà des gens qui chialent. Ça commence bien. Mais ils ont raison. Parce que j'ai fait une réflexion sur ce que c'était la niche écologique et la relation qu'on entretient avec certaines espèces. Mais j'ai pas défini exactement ce que c'est la niche écologique, puis j'ai pas vraiment donné d'exemple. Alors dans cette deuxième partie, on va revenir sur des concepts un peu plus précis d'écologie. La niche écologique, c'est le rôle qu'occupe une espèce à l'intérieur d'un écosystème. Je vous rappelle, c'est la relation qu'entretient le vivant et le non-vivant. Tout ça est interrelié, et puis un écosystème peut être très petit ou immense. Pour que l'écosystème tourne rondement, chaque espèce doit faire quelque chose de spécifique. Si tout le monde faisait la même chose, l'écosystème ne pourrait pas fonctionner. On peut voir ça un peu comme une petite société dans laquelle chaque personne a une profession attitrée. Dans un écosystème, on va retrouver des carnivores, des herbivores, des détritivores, des insectivores. Ils sont chacun à leur place comme ça. Imaginez un instant que tous les animaux qui vivent dans la forêt boréale, par exemple, tous les animaux mangeraient du lièvre. Seulement. Dans quelques jours, il n'y aurait plus aucun lièvre et puis les animaux n'auraient plus rien pour s'alimenter. Ils pourraient s'adapter, ils vont tous retrouver une proie identique, le même processus va recommencer jusqu'à temps que les espèces disparaissent. Dans un cas comme ça, c'est ce qu'on appelle la compétition interspécifique, donc la compétition entre différentes espèces. Et puis ça existe. Au sein d'un même écosystème, il y a effectivement des espèces qui vont par exemple se nourrir de la même chose ou qui vont occuper exactement le même habitat. Et là, on rentre en écologie évolutive parce que quand deux espèces sont en compétition dans un même écosystème, celle qui saura le mieux s'adapter, donc probablement changer peut-être une de ses habitudes, là on était sur l'alimentation, on pourrait changer d'alimentation par exemple, qui va réussir à survivre le mieux. Comme on disait hier, dans un écosystème, tout est interrelié. Chaque maillon de l'écosystème, chaque membre de l'écosystème, autant le vivant que le non-vivant, est important pour sa survie. Dans une forêt, on peut avoir certains types de rapaces. Je pense à un épervier, par exemple, qui est un rapace forestier. Le rapace, lui, va se nourrir un pic, lui, va se nourrir d'insectes qu'il va trouver sous l'écorce des arbres. Et ces deux oiseaux-là ont des rôles très distincts. On a parlé de la compétition intraspécifique, mais il y a aussi la compétition interspécifique qui existe. Donc à l'intérieur d'une même espèce, par exemple une population de chevreuils dans un endroit donné, vont tous manger la même chose. Il y a un moment où il va y avoir trop de chevreuils pour la quantité de nourriture disponible. Ça, c'est ce qu'on appelle en écologie la capacité de support. C'est un concept qui est extrêmement important, la capacité de support du milieu. C'est ce qui nous permet d'identifier la population maximale à l'équilibre d'une espèce donnée. Par exemple, on pourrait déterminer que dans un endroit, la capacité de support du milieu pour le chevreuil, ça serait de 200 individus. Il y a diverses définitions. En général, on dit qu'on atteint l'équilibre quand le taux de mortalité équivaut au taux de naissance. C'est une approche qui est très théorique, parce qu'en vérité, l'équilibre parfait n'arrive jamais. Il y a beaucoup d'autres facteurs extérieurs aussi, les maladies, les prédateurs, les populations de prédateurs qui peuvent varier, le climat qui peut changer, etc. Pour revenir à ce qu'on disait hier sur les espèces mal aimées, on pourrait penser à l'écureuil, parce que c'est un exemple que j'ai donné dans la dernière vidéo. Si la capacité de support du boisé en arrière de chez moi pour l'écureuil est atteinte, c'est-à-dire qu'il y a le nombre maximal d'écureuils dans mon boisé pour la quantité de ressources disponibles, et la population va arrêter d'augmenter. Elle va même probablement diminuer un certain temps avant de remonter tranquillement pour réatteindre ce plateau-là. En leur fournissant des graines, à cause des mangeurs d'oiseaux, on vient augmenter la capacité de support du milieu. Donc les écureuils vont se mettre à se reproduire. Et c'est ce qui se passe avec la majorité des animaux qui nous côtoient beaucoup en ville et qui vont nous causer des problèmes. Par exemple, le raton laveur, s'il n'y avait pas autant de ressources données par l'humain, la population ne serait pas aussi grande et on n'en aurait pas chez nous. Donc tout ça, c'est juste pour remettre un peu en perspective qu'il y a moins de compétition, la capacité de support augmente, donc c'est normal que les populations augmentent. Et tout ça, à la base, c'est à cause de l'humain, de manière positive ou négative. C'est sûr que pour nous, quand on pense à ces espèces-là, ça peut être négatif. Par contre, il faut juste le réaliser et en être conscient que c'est de notre faute. Souvent, on va vouloir décimer des populations d'animaux parce qu'on les trouve dérangeants, mais ça va au-delà de ça. C'est plus que gérer des populations. Donc tout ça, là, tout ce que je vous parle, c'est juste pour qu'on prenne conscience que ces animaux-là, qui nous dérangent, ça vient de nous. Et c'est juste pour remettre en perspective l'image que l'on a d'eux. Parce qu'avant d'être des animaux dérangeants, c'est surtout des animaux, j'oserais dire, intelligents. Parce qu'ils arrivent à s'adapter à leur milieu. On leur offre un nouveau milieu, on leur offre une plus grande ressource, et ils vont en profiter. Et puis si vous étiez à leur place, vous auriez probablement fait pareil, simplement par instinct de survie.
Je vous invite la prochaine fois que vous regardez un écureuil, un pigeon, un raton laveur, juste le regarder d'un autre œil. Ça ne change rien au fait que les écureuils vont continuer à vider vos mangeoires et que les ratons vont continuer à étendre vos poubelles dans votre cour. Mais si vous êtes capable juste de changer le regard que vous posez sur eux, déjà ça va être un pas de plus vers la conscientisation, de la protection de la faune en général. Parce que ces animaux-là en font partie, au même titre que tous les autres, et au même titre que nous. Je commence à y prendre goût à faire des vidéos. Si vous voulez que je continue, n'hésitez pas à vous abonner et à me laisser des commentaires sur des idées de sujets que je pourrais faire. Je vous invite aussi à aller consulter mon site web et ma page Facebook que vous allez retrouver dans les commentaires en bas. J'espère vous voir bientôt. Qui sait?